quand je n'ai pas encore complètement disparu sous l'ordre du droit des affaires. Et effectivement, quand je fais cours d'amphi de régulation bancaire et financière au master de finance de Sciences Po, les étudiants se plaignent à la direction parce qu'ils trouvent que c'est un cours de philosophie. Donc là, je vais essayer de faire le contraire, de faire un exposé le plus pragmatique possible. Alors d'abord, merci vraiment beaucoup de m'avoir invité. J'ai appris plein de choses. Et j'ai, par exemple, beaucoup apprécié et noté les exemples que vous preniez toujours. Vous avez cité Société Générale, vous avez cité Dexia, vous avez donc cité des entreprises très particulières qui sont les banques. Ce sont des entreprises régulées. Vous avez cité le transport maritime, vous avez cité les chantiers navals. Ce sont des entreprises très particulières, ce sont des entreprises cruciales. Et pour ma part, c'est vrai que, vous l'avez dit, je pense que la notion d'entreprise régulée, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Merci de m'avoir donné un sujet qui n'a aucun intérêt. Mais donc, en réalité, si ça peut avoir un intérêt, c'est uniquement en ce qu'on pourrait songer à réguler les entreprises, mais surtout, pas toutes. Oh non, s'il vous plaît, pas toutes, pas l'État partout dans les entreprises. Non, surtout pas. Mais dans certaines, oui. Ah oui, mais certaines uniquement. Les entreprises, certaines, les banques, oui. Les compagnies d'assurance, oui. Les réseaux d'électricité, oui. Les réseaux de transport ferroviaire, oui. Les chantiers navals, oui. C'est ce qu'on va appeler les entreprises cruciales. Ça, c'est l'avenir. Nous avons absolument besoin d'une régulation des entreprises cruciales. Et c'est l'État qui doit être là. L'État qui doit dire « Je suis l'État, je suis dans ces entreprises parce qu'elles sont cruciales. » Pas parce que j'en suis propriétaire, non. Ce n'est pas « Je ne me prévaux pas de mon droit de propriété, je me prévaux de ma qualité d'État. Je suis l'État. » Je suis en charge du groupe social, je suis en charge de l'avenir, je suis en charge du bien commun, je suis en charge du bien public, je suis en charge du groupe social, je suis en charge des personnes, je suis l'État. Alors je ne vais pas me mêler de toutes les entreprises, ça non. Les entreprises, les ordinaires, elles sont tout à fait bien placées pour s'occuper d'elles-mêmes. Ah, ça les économistes l'ont bien montré. L'État est un très mauvais actionnaire, un très mauvais gestionnaire. Protégez-nous de l'équité de l'État, s'il vous plaît, dehors l'État. Mais quand l'entreprise est cruciale, il faut que l'État soit dedans. Voilà ce que je voudrais essayer de vous expliquer et de vous expliquer très concrètement avec des cas concrets. Donc voilà les cas dans lesquels il sera adéquat de concevoir ici, maintenant, concrètement, par des lois, dans des cas et à l'avenir, de concevoir la régulation d'une entreprise par l'État. Et voilà quel est, à mon avis, les modes de régulation d'une entreprise cruciale par l'État, par sa présence et par sa prise de pouvoir. Alors tout d'abord, pourquoi en introduction, c'est vrai que l'entreprise régulée, ça n'a aucun sens, c'est même, excusez-moi, un contresens total quand on fait du droit des marchés. Parce que quand on fait du droit des marchés, et il ne faut pas opposer le marché et l'entreprise ne triomphera pas par la mort des marchés, oh ça non. C'est parce que seuls les espaces se régulent. Seul un espace se régule parce que la régulation, ça porte sur les structures des marchés. Ça parce que vous avez des espaces de marché qui, avant, étaient structurés sur des monopoles et qu'il faut les transformer en structures concurrentielles, soit parce que vous avez des marchés qui sont structurellement défaillants. Les économistes, parce que les économistes sont assez précieux, ont assez bien décrit la réalité. Vous avez des défaillances structurelles de marché, vous avez des monopoles économiquement naturels, les réseaux de transport, ou bien vous avez des asymétries structurelles d'information. C'est juste la banque, la finance, l'assurance, et là, il faut réguler ces espaces. Et puis, vous avez des entreprises
qui doivent également être regardées de l'intérieur parce qu'elles ne peuvent pas se comporter seules et surtout, on ne peut pas supporter qu'elles défaillent. À ce moment-là, par exemple les banques, si les banques font faillite, c'est à ce moment-là tout le secteur financier qui s'écroule. Ça nous a juste coûté depuis 2008 1 000 milliards de dollars. Et si tout le secteur financier et bancaire fait faillite, c'est nous-mêmes qui faisons faillite. Dans la deuxième quinzaine d'octobre 2009, l'Europe a failli faire faillite. Heureusement, il y avait l'État. Alors ce que l'on fait, c'est que l'on rend l'entreprise, mais pas toutes les entreprises. Pardon, mon ami Jacques, pas toutes les entreprises, seulement les banques. Les banques, on va les rendre transparentes, on va les superviser. Mais la supervision et la régulation, ça n'a rien à voir. La régulation, c'est sur le secteur, la supervision, c'est juste sur l'entreprise. Donc, on ne régule pas les entreprises. Oui, mais il y a des cas très particuliers dans lesquels il est adéquat de concevoir une régulation d'une entreprise par l'État. Et vraiment l'État en tant qu'il est l'État, pas un actionnaire. Ça va être une nécessité conjoncturelle, et puis ensuite, il y aura une régulation principielle. Excusez-moi, je n'utilise pas de mots plus théoriques que cela. J'ai suffisamment lassé les étudiants de Sciences Po avec des mots compliqués. Donc là, je prends juste une nécessité conjoncturelle. C'est d'abord l'entreprise monopolistique. Je vais aller vite puisque je pense que nous allons en entendre parler et par bien plus savants et bien plus autorisés que moi pour en parler. C'était l'époque des monopoles d'État. C'était le mécanisme de la tutelle. Je passe. Et ensuite, il y a la pertinence tout à fait présente et définitive de la régulation des monopoles économiquement naturels. Les réseaux de transport, le gaz, les télécommunications, le ferroviaire, la poste. Bien sûr, ce sont des entreprises qui resteront toujours monopolistiques dans leur réseau de transport. L'économie l'a démontré parce qu'il n'est pas rationnel économiquement de dupliquer le réseau. La deuxième entreprise qui le ferait tomberait automatiquement en faillite. Donc, l'entreprise qui, la première, établit le réseau reste en monopole. Donc, cette entreprise-là, elle doit être régulée. C'est ce qu'on appelle les infrastructures essentielles, banques, finances, assurances et tous les réseaux de transport. Or, par exemple, les entreprises de marché, ce sont des infrastructures essentielles économiquement monopolistiques. Euronext, par exemple, là où tous les titres de marché sont cotés. Je vais prendre un autre exemple, tous les ports, les aéroports. Et là, vous avez par exemple l'arrêt du tribunal des conflits ADP, où le tribunal des conflits dit à très juste titre que la gestion d'ADP relève de la gestion du service public. Mais oui, et sans doute peut-être, vous savez, mais à chaque fois j'ai entendu pendant 2 jours, vous savez, des trucs que je ne savais pas du tout. Donc, j'imagine que vous ne savez pas que ADP, chaque année, publie un contrat de régulation. Ensuite, il y a, d'une façon plus importante encore, et là, c'est très important, car la régulation ne gère pas le présent ni le passé. Ça, c'est ce que fait le droit de la concurrence. Mais le droit de la concurrence, c'est un droit très simple. Ce n'est pas un droit politique. On peut laisser ça aux autorités de concurrence. Prenons l'État. L'État, essentiellement, c'est politique. L'État, on en a besoin pour qu'il s'occupe du futur. Et on n'a pas besoin d'un État pour qu'il s'occupe des positions dominantes présentes. On a besoin de l'État pour qu'il s'occupe politiquement des entreprises qui vont devenir monopolistiques demain. Et une entreprise qui aurait, par exemple, non seulement pour objet mécanique, mais surtout pour objectif, pour projet politique, de conquérir le monde, de conquérir un objectif crucial. Car qu'en principe général, la régulation se distingue fondamentalement du droit de la concurrence en tant que la régulation est définie comme un ex ante. La régulation, c'est un corps de règles très puissant avec des interdictions, des obligations de comportement,
des attributions de certification, d'autorisation, de licence. C'est du gouvernement avec, je vous donne toutes les majuscules que vous voulez, avec un grand G pour organiser des secteurs. Et quand il y a une perspective de monopole, alors il y a ce qu'on pourrait appeler un instant de régulation, c'est le contrôle des concentrations. Le contrôle des concentrations, c'est le pouvoir le plus grand qu'ont actuellement les États. Et les États les utilisent grandement. Et si vous avez par exemple, les Américains se sont offerts les bourses européennes, c'est-à-dire toutes les entreprises qui tiennent toutes les cotations des sociétés cotées. Mais comme nous avons confié le contrôle des concentrations aux autorités de la concurrence, on n'a rien dit. Pierre Moscovici a dit « c'est un souci », mais Bruno Lasserre a dit « vive la concurrence ». Alors prenons un cas encore plus embêtant. Les entreprises de marché sont des sociétés anonymes qui sont détenues par des entreprises privées qui cotent leurs actions sur leur propre marché. Ça s'appelle une énorme mine flottante. Mais c'est pas grave, je vais aller dans le même esprit critique et moqueur que notre président. Ce n'est pas grave, les États ensuite renfloueront, c'est-à-dire nous. Alors prenons un cas beaucoup plus souciant encore. C'est si jamais nous avons un risque de conquête d'un espace crucial et laissons là le problème qui n'est pas encore majeur, qui n'est que le problème des places financières, et prenons un cas beaucoup plus important, le cas Google. Car on en a parlé un tout petit peu hier avec mon grand ami Martin Collet qui a parlé, attendez, son expression était charmante, il a parlé des logiciels extravagants. Des logiciels extravagants. Oui, ce sont juste les logiciels qui vont nous dominer. Alors, c'est bien. Il y a des gens qui écrivent des livres pour expliquer comment ils vont conquérir le monde. C'est commode. C'est bien. On a le mode d'emploi. Ils y sont allés carrément. Ils ont publié un bouquin en 2013, The New Digital Age. Et voilà. Regardez. Refaire le futur des peuples, des nations et de l'économie. Et là, si vous ouvrez les livres, ils expliquent leur plan pour construire un cerveau mondial. Ils vont prendre la totalité de toutes les informations du monde et à partir de là, ils vont tout connecter, ils vont eux-mêmes fabriquer des informations nouvelles, ce qu'on appelle techniquement les métadonnées. Ça marche très très bien. Je suis sûre que vous êtes tous sur Google. Alors, tous les jalons sont en train de faire, ça tombe toutes les semaines. Donc, bien sûr, il y a la géolocalisation. Bien sûr, ils ont constitué toutes les métadonnées. Ils se sont appropriés les ouvrages sans aucune autorisation ni paiement des auteurs. Ça a été validé, bien entendu, par des tribunaux américains. Alors, vous savez qu'ils ont fait des lunettes. Et là, ils ont déposé un droit de copyright sur un mot que vous n'utilisez jamais. Ça s'appelle « vert ». Maintenant, si vous utilisez « vert », vous utilisez un mot qui est la propriété de Google. Ensuite, ils ont pris un contrôle de 2 petites entreprises qui n'ont pas d'importance. Le premier, c'est Titan. Titan, c'est la fabrication des drones. Vous savez, ces machines qui passent par-dessus vous et qui prennent des images. Maintenant, c'est la propriété de Google. Et puis aussi Skybox. Skybox, c'est l'entreprise de communication par satellite. Comme ça, toutes les images qu'ils prennent, c'est eux-mêmes qui les communiquent par satellite. Satellite, c'est ce que les États ne peuvent pas arrêter pour faire passer toutes les images. Ils peuvent arrêter pas mal de systèmes de communication, mais pas, justement, Skybox. Ça, ils ont fait ça le 14 avril 2000. Avril, c'est déjà très très loin. Ah non, Google est déjà passé bien après, parce que le 19 mai 2014, ils ont pris le contrôle de Wordlands, qui est la traduction automatique en langage naturel, parce que qui n'utilise Google Translation? Parce qu'un cerveau, il faut quand même que ça parle toutes les langues. Qui régule Google? Hier, on a juste parlé des problèmes fiscaux. Ça, c'est juste le problème d'argent des États. Mais ce qu'on demande aux États, c'est éventuellement que nous ne soyons pas ce que Google a déjà dit qu'il allait faire dans son livre, c'est-à-dire nous transformer tous en données. Nous sommes les data de Google. Et alors, on va continuer, ça c'était avant-hier, parce que faire les slides avec Google, c'est pas possible.
On arrive le soir et Google a encore fait un truc. On n'en peut plus, vous voyez. Donc, alors, hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont créé Google Cultural Institute. Donc, ils ont pris toutes les œuvres du MoMA. Et là, gratuitement, tout est gratuit. Dans la sagesse du droit commercial, vous n'avez pas l'air d'aimer le droit commercial, mais le droit commercial, c'est la sagesse même. Dans le droit commercial, la gratuité, c'est interdit. Et Google, tout est gratuit, bien entendu. Vous vous apportez vous-même. Donc, alors là, gratuitement, vous allez cliquer, vous aurez les œuvres du MoMA dans votre salon. Oh, vous allez y aller. Tous vos données, vous allez les donner. Oh là là, vous allez vous précipiter dans les bras de Google. Ça, c'était avant-hier. Les conséquences, c'est en train de se faire. Je pense que le temps que les travaux seront édités, tout sera bouclé. Je ne veux même pas parler des liens de Google et de la CIA. Donc, j'espère que ce n'est pas enregistré. J'ai rien dit. Alors, donc, il y a création du cerveau mondial par appropriation des données et retraitement approprié, au sens où vous l'avez très bien dit, cher ami, approprié, c'est-à-dire que c'est à lui. C'est du droit de propriété. Ça, les juges américains l'ont tellement bien dit. Le seul travail d'indexation fait que toutes vos données appartiennent à Google. Et comme il y a des métadonnées, ça appartient aussi à Google. Vous croyez que vous vous appartenez? Oh ben non, on n'est pas au XVIIIe siècle quand même. Vous croyez que vous vous appartenez? Bon. Ensuite, Google va vendre vos métadonnées, mais grâce à la puissance des algorithmes, ce n'est pas votre présent qu'ils vendent, c'est votre futur. Ce n'est pas votre état de santé présent, c'est votre état de santé futur. Et là, alors là, vous qui vous êtes donné gratuitement pour avoir accès aux outils que Google vous offre gratuitement, vous leur offrez une valeur formidable, car votre futur, il y a plein d'acheteurs pour ça, rien que les compagnies d'assurance, votre état futur de santé, le profil de vos enfants pour les employeurs. Ah, Google, le cours boursier de Google, mais j'espère que dès que vous sortez ici, vous achetez des actions Google. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Devenez actionnaire de Google. Et il aura un monopole. Le cerveau mondial, c'est un extraordinaire monopole. Et les clients sont infinis. Qui a donné le coup d'arrêt? Ce sont les juges. Pour ma part, mais bien sûr que j'ai des tas d'a priori. Je pense quand même que le droit, le juste, ce sont les juges. Et la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt le 15 mai 2014 contre Google. Elle a dit non, il y a un droit à l'oubli. Les personnes vont effacer leurs données. Alors là, non, le café a eu mauvais goût ce jour-là pour Google. Ah non, non. Si vous, tous les petits neurones du cerveau mondial de Google, vous vous effacez, non, ça va pas du tout. Donc en ce moment, les 1500 personnes utilisées par Google uniquement pour faire le lobbying auprès du Parlement européen, tous les jours, sont en train de convaincre le législateur européen que la neutralité du net, notion qui n'a aucun sens et qui a entièrement été pensée par la Maison-Blanche, doit absolument aller contre le droit fondamental à l'oubli. Nous verrons si vous préférez rester libre ou si vous préférez devenir actionnaire de Google. Donc, ce qu'il faut éventuellement dire à travers ce cas, ce n'est qu'un petit cas dont dépend entièrement notre avenir, c'est que lorsque nous avons ici une entreprise qui va vouloir gouverner le monde, avant c'était un monsieur avec une petite moustache, maintenant c'est une entreprise, mais nous voyons bien que les personnes morales valent bien les personnes physiques. Il y a parfois des nécessités principielles de réguler des entreprises dès l'instant qu'elles sont cruciales. Ici, nous avons une entreprise cruciale puisqu'elle porte sur un secteur crucial et une question cruciale, juste nous. Pardon d'être aussi égoïste, excusez-moi Alain, je suis très égoïste, mais on considère que Google est une entreprise cruciale puisqu'elle me concerne moi. Alors des entreprises cruciales,
on sait ce que c'est, même si l'adjectif pour le moment n'est pas encore très utilisé. On en a déjà repéré, si l'on veut bien admettre qu'il y a une nécessité de les réguler. Alors, il y a tout d'abord des entreprises qui sont cruciales d'une façon négative. Une entreprise cruciale d'une façon négative, ce sont ce qu'on appelle un peu en jargon les opérateurs systémiques et supersystémiques. Ce sont les banques et les établissements financiers. La définition est la suivante. Un opérateur est crucial d'une façon négative si sa défaillance fait défaillir tout le secteur. Donc, vous voyez, c'est une définition négative, puisque n'est pas crucial d'une façon ordinaire, mais s'il y a un choc et s'il arrive quelque chose de mauvais à l'entreprise, par exemple, elle fait faillite, ben à ce moment-là, il va arriver quelque chose de négatif à l'ensemble du secteur et donc à l'ensemble de nous. Vous voyez, comme j'ai un exposé à ce point très égoïste, mais disons, toutes les banques font faillite, et ben à ce moment-là, le secteur bancaire fait faillite, à ce moment-là, moi qui étais dépositaire et qui voulais prendre un crédit, je suis bien embêtée, donc ça me concerne quand même directement. À ce moment-là, c'est un opérateur systémique, crucial, défini négativement. Et là, l'Europe va réagir, un petit peu aussi les États-Unis avec la loi Dodd-Frank. Donc, vous avez une régulation des entreprises négativement cruciales. Ça va être les règlements communautaires du 23 novembre 2010 qui va créer 3 régulateurs européens, EBA, ESMA, EIOPA. Donc, l'un, c'est pour les banques, l'autre, les établissements financiers. Le troisième, c'est les compagnies d'assurance. Ce sont 3 régulateurs qui travaillent ensemble, qui produisent des normes que pour ma part, mais voyez-vous, j'aime bien le marché. Ce sont des normes très efficaces. On prend des normes prudentielles et on est en train de voter en ce moment au Parlement sur un texte qui a été déposé le 6 février 2014, un mécanisme de régulation, de résolution bancaire qui est une façon de mettre les banques en faillite, de faire en sorte que les États les renflouent. Et cette fois-ci, ce sont les États qui vont intervenir et qui vont dire... Donc oui, je serais moi, pour ma part un peu moins critique, un peu plus optimiste. Ce sont les États qui vont venir dire leurs mots et pas du tout les actionnaires. Mais il n'y a pas qu'une définition négative des entreprises cruciales. Il y a également les entreprises positivement cruciales. Ce ne sont plus les opérateurs qui sont indifférents, mais quand il arrive un choc, bon, ben, ça nous concerne. Ce sont les opérateurs sans lesquels le secteur ne fonctionne pas. Vous voyez que c'est une autre définition. Par exemple, les réseaux de transport. Les réseaux de transport, non seulement on ne veut pas qu'ils fassent faillite, mais on veut en plus qu'ils fonctionnent. Là, vous en avez plein. Vous avez par exemple les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, on a besoin qu'ils fonctionnent. Par exemple, quand on accorde de l'importance, comme on l'a vu ce matin avec Jacques Mestre, à l'information, à la fiabilité de l'information, à ces choses-là. Les comités d'entreprise, moi aussi j'aime bien les comités d'entreprise. On veut aussi que ça fonctionne bien, qu'ils puissent dire leurs mots. Et puis, ça peut être aussi les banques, car les banques peuvent être des opérateurs cruciaux non seulement négativement, on ne veut pas qu'elles fassent faillite, mais il y en a qui pensent que les banques auraient leur rôle à jouer dans le financement de l'économie. Donc à ce moment-là, ça devient des opérateurs cruciaux positivement et on veut qu'elles agissent en permanence. Donc à ce moment-là, ce n'est plus une régulation préventive par l'État quand il y a un choc, mais une présence permanente de l'État dans les banques pour qu'elles jouent effectivement leur rôle de financement de l'économie. Et là, vous avez un exemple, c'est la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires qui le prévoit et qui, par exemple, prévoit ce qu'on appelle l'inclusion bancaire qui lie le fait d'avoir un compte en banque et le fait de lutter contre l'exclusion sociale. Du coup, pourquoi pas, puisqu'on est là pour demander des choses au législateur. Est-ce que le législateur ou bien un juge qui passerait dans le couloir ou qui regarderait Internet voudrait bien nous créer une catégorie un peu abstraite, enfin, une petite catégorie juridique, qui serait les entreprises cruciales et qu'il faudrait effectivement réguler. Et là, on établirait une définition, on dirait... Toute entreprise est négativement cruciale si sa disparition cause un choc au secteur qui met celui-ci en péril. Et si une entreprise correspond à cette définition, alors l'État entre dans l'entreprise en tant qu'il est l'État. Ça n'a aucune importance qu'il soit actionnaire ou non, mais on y associerait aussi une définition positive
Toute entreprise est positivement cruciale si le bon fonctionnement d'un secteur dépend de sa présence, de son bon fonctionnement, j'ai entendu des petits trucs sur la corporate governance, de son bon fonctionnement et de son bon comportement. On voit à ce moment-là qu'il y a une pertinence de la définition positive de l'entreprise comme projet commun à long terme. Et là, alors là, j'étais vraiment contente hier et ce matin, car le meilleur exemple, c'est par exemple les chantiers navals ou l'industrie nucléaire. On voit très bien que la définition négative, elle est technique, elle passe très très bien auprès de la Commission européenne, et c'est l'union bancaire. Et l'union bancaire, c'est une sorte de miracle technique et politique. L'union bancaire, vraiment, si vous aimez le droit, ouvrez les textes, ils sont très très beaux et bien faits. Et puis la définition positive, elle est plus politique. Alors là, il faudra attendre qu'on ait une Europe politique, mais peut-être que ça se fera, et elle peut très bien se faire au niveau des États. L'Allemagne le fait, la France pourrait très bien le faire. Deux exemples, les réseaux de transport d'énergie, c'est la définition négative. Le système de santé publique, c'est la définition positive. La définition positive, elle peut tout à fait être défendue. L'État doit être présent et pas nécessairement à travers la propriété uniquement parce qu'il est l'État. À ce moment-là, vous avez une confrontation qu'il faut faire, mais moi je suis pour avoir des opinions, je suis pour juger l'état du monde et l'état du droit positif. Et je me souviens d'un grand auteur, je crois que c'était Vedel, s'il dit « Je regarde le droit positif, je regarde mon opinion. Si le droit positif n'est pas conforme à mon opinion, je dis que le droit positif a tort. Alors moi je vais regarder le droit positif, et si le droit positif n'est pas conforme à mon opinion, je dirai que le droit positif a tort. » Donc ce que je vois quand je regarde le droit communautaire, c'est que je vois qu'il y a une conception très restrictive de l'entreprise cruciale. Il faut dire que le droit positif ne connaît pas la notion d'entreprise cruciale, mais à partir de cet après-midi, le droit positif va la connaître. Donc, ce que je vois, c'est que, par exemple, en droit communautaire, pour le gaz et l'électricité, la Cour de justice comprend le mécanisme des golden shares. Les golden shares, c'est le mécanisme par lequel l'État a très peu d'actions, mais ce sont des golden shares. Grâce à ce très peu d'actions, l'État est présent. Et l'État peut s'opposer à des cessions, peut imposer des décisions, etc. Et la Cour l'a admis. Pourquoi ? Parce que c'est le gaz et l'électricité. Et que le gaz et l'électricité, c'est l'énergie et que le peuple en a besoin ici et pour le futur. Mais en revanche, le tribunal de l'Union européenne, dans un jugement du 29 novembre 2012, a dit « Non, pour les banques, ce n'est pas important pour les peuples, c'est une entreprise ordinaire. » Eh bien, il faut faire évoluer le droit communautaire. Je me dépêche ou alors j'arrête. Comment est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut faire. Moi, je suis comme Martin Collet, je dis non seulement il faut bien concevoir, mais il faut faire. Il faut que l'État soit présent. Non seulement il doit être présent en tant que propriétaire, éventuellement, comme il n'a plus trop d'argent, ce n'est pas forcément la voie vers laquelle il faut s'orienter, il doit s'imposer en tant qu'il est l'État. Donc, il faut faire, et là je vais juste aller très vite, prenons d'abord sa présence dans les organes sociétaires. Dans les organes sociétaires, il doit s'imposer. J'ai noté ce qu'avait dit notre collègue allemand en disant que le meilleur organe sociétaire pour être présent et dire ce que l'on pense et que cela soit pris en considération, c'est le conseil de surveillance. Et là, je vais prendre un exemple très concret, c'est Louis Gallois. Louis Gallois, qui est l'exemple même du grand serviteur de l'État. Il est président du conseil de surveillance de PSA, de Peugeot. Peugeot, c'est une entreprise privée. Oui, mais c'est une entreprise cruciale. Et donc, il est là et il porte la voix de l'intérêt général. Eh bien, c'est parfait. De la même façon que même en dehors des organes sociétaires, l'État doit être là. Il fut un temps où il y avait un commissaire aux participations de l'État qui était très différent de l'agence des participations de l'État parce que l'État doit avoir son mot à dire. Avoir son mot à dire, je crois que Perelman a été cité hier, c'est l'importance du fonctionnement rhétorique des sociétés, surtout si elles sont cotées. Donc plus une société est cruciale, plus elle doit être cotée. Et enfin, et j'ai fini, mais il faut aussi faire une régulation directe également de l'entreprise cruciale par le droit de veto, le droit
de veto, c'est l'État qui arrive et qui dit parce que je suis l'État, j'exerce un pouvoir négatif et je m'oppose. Le décret du 14 juin 2014 sur le contrôle des investissements étrangers, il est excellent. On a dit qu'on allait être poursuivi devant la Commission européenne. Ah bah alors là, j'attends de voir, hein, parce que bien sûr qu'en matière de santé publique, en matière de transport d'énergie, bien l'État est légitime à contrôler qui est là. Simplement, à mon avis, ça ne peut porter que sur une entreprise cruciale et pas sur toutes les entreprises. Là, je me réfère à ce que vous avez dit sur la décision du Conseil constitutionnel du 27 mars 2014. Pour ma part, je trouve que cette décision est excessive. Le Conseil fait ce qu'il peut parce que ça vaut pour toutes les entreprises. Non, pas pour toutes les entreprises. Si c'était limité aux entreprises cruciales, ah oui, pouvoir s'opposer, oui, mais pour toutes les entreprises, non. Nous ne sommes pas en économie dirigée. Et enfin, mais j'en arrête là, d'autant plus que ça sera tellement bien traité par Jacques Fournier, il y a une légitimité de la notion d'entreprise publique. Oui, 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 mais que si c'est une entreprise cruciale. Et voilà ma conclusion, c'est que merci le mauvais sujet, entreprise régulée, ça ne veut rien dire, mais oui, parce qu'il faut une régulation directe des entreprises dès l'instant que elle est une entreprise soit négativement, soit positivement cruciale. Et ça, c'est l'avenir de la régulation.